Alors, pour la semaine de la qualité de vie au travail, je pense qu'il y a quelques conseils à donner à des DRH dont la mission est de gérer le personnel, même si ce n'est pas joli. On préférerait des relations humaines que des ressources, parce qu'on gère des ressources, mais on entretient des relations. Donc, c'est un peu ce qui est différent. Comment, quand on est DRH, on va convaincre la direction de mettre en place un accord de qualité de vie au travail? Quels sont les 4 points ou 5 points qui peuvent déclencher à la direction l'étincelle de dire « Ah ben oui, on va peut-être y gagner en améliorant la qualité de vie au travail de nos salariés ». Ok, je vais essayer de répondre à cette grande question. Tout d'abord, il y a déjà un intérêt, on va dire, de l'ordre des négociations et des politiques RH, hein. L'accord QVT, en fait, permet de réunir un nombre de négociations importantes sous ce chapeau, donc accord de qualité de vie au travail et égalité professionnelle. Vous pouvez voir effectivement, donc bien sûr, tout ce qui va être santé, tout ce qui va être prévoyance, maintien dans l'emploi, égalité professionnelle. Toutes ces thématiques, en fait, ces 6 thématiques et ces 6 champs déterminés par l'ANACT, vous allez pouvoir avoir un accord unique. Donc effectivement, ça permet déjà d'avoir une vision globale de l'ensemble de la politique RH. Donc ça, c'est déjà un point. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut vraiment donner du volume, enfin je ne sais pas le terme exact, mais en tout cas pour le dialogue social avec les instances représentatives du personnel, on peut vraiment aujourd'hui, grâce à cet accord de qualité de vie au travail, créer de nouveaux espaces, créer de nouveaux rôles, c'est-à-dire sortir un peu de ce format de consultation. Alors des fois, ça marche très bien dans les entreprises. Des fois, effectivement, l'aspect purement consultatif peut être limitant. Et justement, cet accord QVT réunit, c'est gagnant pour tout le monde. Hein, c'est gagnant sur les espaces de discussion qu'on va avoir. Donc, on va dire c'est une sorte de possibilité de nouvelles alternatives de dialogue social. Oui, c'est faire appel à l'intelligence collective des uns et des autres pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et construire un accord qui soit au bénéfice de tous, puisque un accord de qualité de vie au travail, c'est une belle image de marque de l'entreprise, c'est de la fidélisation des salariés, c'est une entreprise dans laquelle on a plaisir à être et où on ne va pas, comme à la mine, à la fin du 19e siècle, tous les matins. Oui, parce que la qualité de vie au travail, effectivement, met en avant l'engagement et la reconnaissance du travail bien fait. Donc, c'est vraiment des fondamentaux. Et la manière de piloter la performance autrement. Donc, il y a deux points dans ce que vous dites. C'est déjà, souvent, c'est être connecté avec le réel des salariés. On voit souvent dans les entreprises des formes de rupture entre la direction qui essaye de piloter, on va dire, la strate, et puis après, les salariés qui essayent d'appliquer. Et aujourd'hui, avec tous les changements, toutes les mutations, en fait, on voit qu'il y a une sorte de décalage. Alors, pour quelle raison? Parce que souvent, on ne va pas consulter en fait, le salarié, c'est quoi ton quotidien en fait? Qu'est-ce qui te rendrait plus performant? C'est basique, hein, mais c'est mieux de partir effectivement de ce qu'eux, ils disent, même si on a des grandes théories, on sort des écoles de management, de ressources humaines. Des fois, il faut mieux partir du vécu et de l'historique, puisque chaque structure, chaque entreprise est différente. Donc ça aussi, un vrai argument, c'est de dire, OK, vous êtes connecté au réel. Donc, être connecté au réel, ça veut dire changer beaucoup plus rapidement. La conduite du changement va se faire, bien sûr, de bien mieux, parce qu'on voit bien des conduites du changement qui ratent. Donc, ça, c'est un argument. Et aussi, le fait, après, d'être au plus proche des demandes des salariés, c'est vrai que vous allez avoir plus d'engagement de la part des salariés, puisqu'on leur a demandé leur avis. Qu'est-ce qui ferait que vous... Qu'est-ce qui vous rend fier, en fait, d'être dans cette structure-là? On ne fait pas semblant de leur demander leur avis, comme quand certains mettent en place un lean management, par exemple, où on fait semblant de questionner les salariés et on mesure tout ce qu'ils font pour mettre quelque chose qui est uniquement basé sur le rapport heure-productivité. Oui, le lean management, les fondamentaux, c'est de faire de la chasse à la... Au coût. Au coût, à la perte de temps. C'est pas du tout le même... Mais on fait, dans la démarche d'une mise en place de lean management, on fait aussi croire aux salariés qu'il a été consulté et que c'est lui-même qui a amélioré sa productivité. C'est vrai. C'est le côté pernicieux du lean management. Un vrai accord de qualité de vie au travail, c'est pas ça. J'allais dire qu'un vrai accord de qualité de vie au travail, c'est tout l'inverse du lean management. Et pourquoi c'est tout l'inverse? C'est que la démarche qualité de vie au travail, encore une fois, c'est un processus itératif. C'est-à-dire qu'on ne va pas consulter qu'une fois,
mettre en place des actions et on a terminé. C'est pas du tout ça. Justement, c'est vraiment quelque chose qui va être régulièrement questionné. C'est-à-dire qu'effectivement, on va questionner les priorités, mettre en place des expérimentations, évaluer justement ces expérimentations, les généraliser ou pas. Et après, on vient re-questionner. Et en fait, c'est complètement différent d'une action lean qui a pour... Enfin, c'est pas du tout c'est pas du tout le même sujet. Alors, dans un entretien d'embauche, puisque l'amélioration des qualités de vie au travail, effectivement, peut améliorer la réputation et l'image de l'entreprise et donc susciter des candidatures de certains qui disent tiens, j'aimerais bien aller travailler là, ce qui est très important parce que ça ouvre des perspectives quand on recrute et on peut avoir plus de facilité à avoir du choix parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de recruter. Mais est-ce qu'on fait la promotion des accords de qualité de vie au travail dans un entretien de recrutement, comme à l'époque on disait, nous avons un comité d'entreprise qui fait de très bonnes actions sociales, nous avons une bonne mutuelle. Est-ce que c'est pas un peu un argument de plus pour dire à quelqu'un qu'on veut attirer, un vrai talent qu'on veut attirer, venez chez nous parce que voilà ce qu'on a mis en place en matière de qualité de vie au travail? Alors la réponse est oui, parce qu'effectivement, par contre, je pense que c'est intéressant d'expliquer que, en fait, c'est important d'expliquer le processus. Parce que il ne faut pas parler des actions, en fait. Enfin, si, bien sûr, voilà ce qu'on a mis en place dernièrement grâce à notre démarche QVT, mais c'est surtout, vous allez participer à des espaces de discussion où on va vous poser la question sur votre parcours professionnel, sur votre équilibre vie pro, vie perso, sur tous les sujets qui peuvent être en lien. Après, il y a des métiers qui sont en tension, par exemple. Donc, on travaille beaucoup, là, moi, je travaille beaucoup sur les métiers en tension dans le médico-social. OK, est-ce que la qualité de vie au travail est un argument? Puisqu'il y a très peu de marge de manœuvre sur le salaire, la formation, on connaît un peu toutes ces contraintes actuelles. Est-ce que la qualité de vie au travail est le levier? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas déstructurer ce qui est acquis? Est-ce qu'on a autant de latitude dans le médico-social ou dans le BTP d'ailleurs à améliorer la qualité de vie au travail, on ne parle pas de la sécurité, on ne parle pas des accidents, on ne parle pas mais la qualité de vie au travail au global qu'on peut avoir dans une boîte de com ou dans une boîte de pub, on n'a pas les mêmes latitudes. Alors, donc, moi j'adore l'innovation et je suis formée pour. Effectivement, on dit que des fois, plus il y a de contraintes, plus il y a d'idées d'innovation. Donc, on n'est pas innovant comme ça. Effectivement, c'est par rapport à des contraintes qu'on va trouver la bonne idée. Je pense que justement, la qualité de vie au travail, si on la prend justement basiquement, on va juste mettre un peu des salles de pause, on va mettre des trucs. Attention, c'est important, Le l'environnement baby-foot. de travail. Voilà, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que ça prend pas la juste valeur de la démarche qualité de vie au travail. On peut aujourd'hui complètement déstructurer une équipe, mais dans le sens positif, de trouver des nouvelles méthodes de travail. On voit les équipes autonomes dans le service à la personne qui commencent à arriver, c'est-à-dire que elles vont elles-mêmes recruter ces équipières. Il va y avoir plein d'innovations comme ça, et je pense que effectivement, on est sur des modèles qui ont plus de 20... Dans les années 80, on est sur des modèles des années 80, donc j'allais dire 20 ans, mais non, ça y est, 40, j'ai loupé une étape. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de revoir ça et de remettre la main, de remettre des marges de manœuvre, donc sur plein de points. Alors, je pense qu'on a mis le doigt sur deux sujets importants. On peut être inventif, on peut bouleverser toute une organisation qui existe, même quand ça semble compliqué, dans le médico-social notamment, ou dans le BTP, ou dans des métiers qui sont très contraignants. Mais la concertation et l'intelligence collective peut permettre d'être créatif, innovant, et de pouvoir bousculer tout ça et améliorer sérieusement la qualité de vie au travail pour faire que des gens soient moins absents, parce que qualité de vie au travail, je pense qu'on va le répéter à chaque interview, le plus, c'est plus de productivité, moins d'absentéisme, donc plus de marge, puisque finalement, et plus surtout de bonheur d'être ensemble et de travailler en équipe. Je pense que réellement, il faut que les DRH, les directions, mais aussi les salariés, prennent conscience que l'amélioration des conditions de travail, c'est bon pour tous. C'est bon pour tous. Et vraiment quelque chose de très concret, quand on intervient dans des entreprises où il y a des risques psychosociaux forts, avérés, où il y a eu des symptômes importants, la première des choses qu'on remet en place, c'est la coopération et la discussion.
C'est le collectif. Donc voilà, la qualité de vie au travail, elle propose juste un accord où on va juste mettre en place un cadre et un processus qui va se répéter et qui va générer cette force. On est, de toute façon, 1 + 1 = 3 en intelligence collective, donc c'est vraiment les fondamentaux. Et pour éclairer, parce que certains disent un accord de qualité de vie au travail, ça coûte cher, c'est plein de gadgets, je vais vous donner un exemple. Dans une entreprise d'imagerie médicale dans le Nord, il y avait de la souffrance au travail, de la souffrance psychique du personnel, parce que certains des patients qui venaient étaient agressifs. Alors, il a simplement fallu faire intervenir un ergonome qui a remarqué que si la banque d'accueil était 30 cm plus haut, alors l'agent d'accueil était à la hauteur du patient qui venait, et là, il y avait moins d'agressivité. Ça a coûté une estrade de 30 cm, donc ça ne coûte pas toujours des fortunes. Merci Juliette. Merci.